coupe ton micro. Oui, bonjour à tous. On a quelques petits soucis de connexion. Je pense que ça devrait se solutionner dans les minutes qui viennent. Bonjour, monsieur Armoiry, vous allez bien? Oui, bonjour, bonjour. Désolé pour le retard. Bon, est-ce que 17h00, c'est vraiment du retard? Je suis pas sûr. Non, mais j'avais prévu qu'on devait se voir un peu plus tôt. Oui, Voilà. J'aime bien être en avance. Voilà. bon, c'est pas grave. Donc, on va peut-être pouvoir démarrer. Est-ce que oui, je pense que tout le monde est présent. Donc, nous, on va switcher, hein. Ouais. OK. Donc c'est parti. Tout d'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce premier symposium Euroformat et ce premier symposium Boston Scientifique aussi. Le sujet du jour, c'est coût global, mythe ou réalité. Et je vais m'attacher, alors déjà vous laisser prendre connaissance des liens d'intérêt du professeur Xavier Armoiry ici à l'écran et continuer avec l'agenda du jour. Donc nous pourrons démarrer sur ce thème par une interview du professeur Xavier Armoiry, qui laissera la place à une interview de notre vice-présidente endoscopie EMIE Astrid Monteau, que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. On continuera dans une quatrième partie sur des exemples concrets au sein des divisions Boston, à savoir un exemple autour d'une alliance d'industriels experts au service d'une thérapie de pointe, un accompagnement logistique et un exemple sur la formation bloc éco-responsable. Euh, Ensuite, on continuera avec un autre exemple lié à un lancement de thérapie de rupture vers un modèle médico-économique viable. Le professeur Xavier Armoiry pourra conclure la session juste après ces trois exemples-là. Et on finira par une session de questions-réponses de 10 minutes, si le temps nous le permet. Et je vous invite du coup à partager vos questions directement sur le chat. Avant de démarrer, je voulais vous présenter succinctement Boston Scientifique. Donc, on est présent sur différents domaines d'intervention. Donc, aujourd'hui sont représentées les divisions neuromodulation, urologie et endoscopie pour les exemples divisionnels. Et en guise de teasing, nous aurons les divisions cardiovasculaires qui interviendront sur un symposium le 12 novembre pour les divisions intervention périphérique, gestion du rythme cardiaque, électrophysiologie et cardiologie interventionnelle. Donc, maintenant, Monsieur Armoiry, je vais pouvoir vous céder la main. Sur le thème du jour, je démarre par une première question. Comment définissez-vous le coût global à l'hôpital, avantages et inconvénients? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur Blanchard, de cette question. On avait dit qu'on s'appelait par nos prénoms, donc je vous propose qu'on poursuive. Oui, tout à Donc fait. merci beaucoup, Vincent, pour cette question. Alors, le regard que je vais, ou plutôt la réponse que je vais apporter par rapport à cette question, c'est déjà le regard d'un pharmacien hospitalier. En l'occurrence, je travaille à l'hôpital Édouard Herriot des Hospices civils de Lyon. Et c'est aussi un regard d'un spécialiste ou plutôt d'une personne très intéressée par l'évaluation économique des produits de santé. Je précise que je ne suis pas du tout acheteur. Moi, je travaille dans une pharmacie, mais pas forcément dans la fonction achat. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que déjà sur un plan sémantique, quand on parle de coût global, on peut voir aussi, on peut appeler ça aussi la notion de coût complet, voire de coût total. C'est des termes qui sont assez interchangeables par rapport aux propos que je vais tenir. Et en tout cas, ça s'oppose à la notion de coût partiel ou de mesure classique des coûts. Alors la première chose, c'est quand est-ce qu'on va se poser la question d'utiliser une approche dite en coût global. Alors, excusez-moi. Oui, donc quand est-ce qu'on va se poser la question d'une approche en coût global? C'est par exemple dans le contexte de la prise de décision en milieu hospitalier, si par exemple on souhaite prendre une décision sur l'introduction d'une nouvelle technologie à l'hôpital, par exemple un dispositif médical innovant. Si on est sur une approche classique, où on va simplement comparer des coûts de deux interventions, eh bien c'est une vision qui est assez simple, assez simplifiée des choses.
parce qu'on va conclure qu'une intervention est plus coûteuse qu'une autre, voire moins coûteuse qu'une autre, et si on ne fait que les comparer de manière assez brute, et c'est ce qui permet de dire, ben voilà, en fonction de si une technique est plus chère ou moins chère qu'une autre, qu'on privilégie l'une par rapport à l'autre. En fait, quand on raisonne cette fois-ci en coût global, on va essayer d'utiliser une dimension qui est beaucoup plus large que cette simple comparaison brute des coûts, parce qu'en l'occurrence, on va essayer de regarder si une nouvelle intervention sera associée à des consommations de ressources médicales secondaires qui seront différentes par rapport aux deux interventions qu'on souhaite comparer. Par exemple, si on utilise une nouvelle intervention dans un bloc opératoire, ça peut se traduire par une diminution de ressources médicales secondaires, tels que les coûts en moyen humain qui vont être utilisés. Ça peut se traduire par une moindre utilisation du bloc opératoire, si par exemple on raccourcit un temps opératoire. Donc ça, c'est si on se cantonne au périmètre du bloc opératoire. Et puis, ça peut être aussi des conséquences telles que le fait d'utiliser une technique qui est plus coûteuse peut-être en milieu dans un bloc opératoire, ça peut avoir un effet potentiel bénéfique si, par exemple, un patient va rester moins de temps en séjour clinique et permettre, in fine, une réduction des coûts de séjour. Donc, en clair, c'est essayer d'aller au-delà de la vision assez restrictive de mesures simples des coûts pour s'intéresser à toutes les conséquences secondaires qui peuvent être associées à l'utilisation d'une technologie. J'ajoute que cette vision, on peut l'avoir par rapport à un séjour index, c'est-à-dire le séjour qui fait appel à l'utilisation d'une nouvelle intervention, mais on peut avoir une vision secondaire encore plus large, en l'occurrence, si une nouvelle intervention peut avoir potentiellement un impact en dehors du séjour index. Exemple, j'utilise un nouveau dispositif médical innovant à l'hôpital, peut-être que ce dispositif sera associé secondairement à moins de consommation de ressources ambulatoires ou encore moins de consommation de ressources hospitalières secondaires, par exemple si ça génère moins de réhospitalisation. Donc en résumé, et j'espère que c'est clair, coût global, ça revient un petit peu à la notion de coût complet ou de coût total, et c'est essayer de dépasser, d'élargir le périmètre de comparaison des coûts pour regarder toutes les conséquences associées à l'utilisation d'une nouvelle technologie. Donc à la fois sur des consommations de ressources médicales, mais potentiellement aussi des consommations de produits de santé secondaires, voire aussi avoir des conséquences sur des séjours index. Donc c'est essayer de d'avoir une vision voilà, beaucoup plus complète des coûts qu'on va chercher à comparer. Très bien, merci pour cette première réponse très exhaustive. En deuxième question, c'est du coup, quel est l'intérêt pour vous d'une approche en coût global? Alors à la fois peut-être pour l'établissement, pour le patient. Voilà, je vous laisse répondre. Alors, l'approche en coût global, elle est intéressante parce que ça permet vraiment d'avoir une vision qui est peut-être moins comptable de la simple comparaison des coûts. Et notamment, c'est intéressant si, par exemple, on souhaite mettre à disposition des professionnels de santé des dispositifs médicaux qui ont une forte valeur ajoutée pour les patients, mais qui sont difficiles à défendre si, par exemple, on a un coût frontal ou facial qui est plus important pour une nouvelle intervention par rapport à une autre. Donc, ça permet d'aller au-delà dans la comparaison des coûts. Donc, avantage d'être beaucoup plus précis, d'offrir une vision qui est moins comptable. Et en fait, en élargissant le périmètre des coûts qu'on va regarder, ça peut permettre de faciliter la prise de décision si, par exemple, on peut avoir comme objectif d'introduire une nouvelle technologie. Alors, naturellement, cette approche a des inconvénients. Il est évident que regarder des coûts globaux, c'est plus lourd à mettre en œuvre. Alors, selon la complexité des dossiers, ça peut être soit plus lourd, soit beaucoup plus lourd. Et puis, des fois, on se heurte un petit peu à un mur parce que si, par exemple, on s'aperçoit qu'une technologie de santé a un impact positif sur une moindre consommation de ressources ambulatoires, derrière, on va nous dire, ah oui, mais l'hôpital est financé avec la T2A, dont on sait que la T2A est assez cloisonnée en termes de financement parce qu'on n'est pas très incitatif à regarder ce qui se passe en dehors du séjour index. Donc ça, c'est un inconvénient que ça peut avoir. Mais après, globalement, cette approche, je trouve qu'elle est intéressante à considérer. Et il y a de nombreux exemples. Alors moi, des exemples sur lesquels j'ai travaillé, prenons l'urologie. Il y a quelques années, on s'était intéressé à l'utilisation
de gaines à usage unique stérile pour réaliser des cystoscopies avec des cystoscopes souples. Si on regardait de manière frontale les coûts, eh bien, utiliser une gaine à usage unique, c'était beaucoup plus cher, puisque effectivement, ça se rajoutait à une prise en charge qui normalement passait par un processus de désinfection de haut niveau. Sauf que quand on a regardé les coûts de manière complète, avec cette vision globale que j'évoquais, eh bien, on s'est aperçu que oui, on avait des coûts unitaires qui étaient plus importants du fait que cette technologie se rajoutait, mais en échange de quoi on avait moins de consommation de ressources telles que des détergents désinfectants, et puis moins de consommation liée au personnel que l'on a pu réaffecter à d'autres tâches, parce qu'effectivement, même si une technologie elle peut sortir par des économies sur des personnels, globalement, ça peut être quand même un effet positif, parce qu'on sait très bien que dans les hôpitaux, on peine parfois à recruter des personnes, et on a des postes vacants. Donc, si à un moment, on peut réaffecter des personnes sur des tâches, c'est toujours intéressant. L'autre exemple sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps, c'est un dispositif médical qui permet de réaliser des perfusions de plusieurs médicaments simultanés et de médicaments. Donc, un dispositif qu'on utilise en dehors d'un incubateur, parce qu'il sert à administrer des médicaments à marge thérapeutique étroite, notamment en néonatologie. On s'est aperçu que ce dispositif, à l'usage, diminuait le taux d'infection relié au cathéter. Et ça, c'était très intéressant parce que derrière, sur un plan économique, on a valorisé tout ça en se disant, bah oui, des moins d'infections sur cathéter, c'est moins d'antibiotiques qui vont être utilisés, c'est moins d'amines vasopressives pour traiter les problèmes de désordre hémodynamique qui se surviennent, notamment dans le cas des infections à cathéter. Et ça, c'est un élément qui a là aussi apporté des éléments favorables pour la prise de décision. Alors là, je vous cite deux exemples sur lesquels ça a été, on a montré que quelque part des coûts étaient contrebalancés par des diminutions de coûts secondaires, mais parfois on n'a pas ce bénéfice qui est retrouvé. Une technologie reste beaucoup plus coûteuse, même en regardant les coûts globaux, et c'est là qu'on rajoute cette fois-ci un deuxième élément qui est plus un argument clinique, mais là, cette fois-ci, on rentre véritablement dans de l'évaluation médico-économique. Très bien. Merci. Oui, on a bien compris qu'il n'y avait pas de réponse unique à cette question-là et que les situations en réalité sont beaucoup plus complexes. La troisième question que je souhaitais vous poser aujourd'hui, c'est quels sont les prérequis finalement pour initier cette démarche au sein des établissements? Alors, les prérequis, il y en a plusieurs. D'abord, je pense qu'il ne s'agit pas de proposer une approche en global pour toutes les technologies de santé qui se présentent devant nous. Il faut vraiment essayer de cibler naturellement celles qui sont coûteuses. Et deuxièmement, essayer de regarder celles dont on pense qu'effectivement, elles vont avoir un impact sur des moindres consommations de ressources secondaires. C'est-à-dire que si on sent que d'emblée, il n'y aura aucun impact, autant économiser du temps et ne pas chercher plus loin. Je pense qu'il est important de disposer de prérequis en termes de connaissance des outils d'accès à des statistiques qui sont assez intéressantes. Alors moi, par exemple, j'utilise beaucoup dans ma pratique un outil issu de l'ATH, qui est l'outil Scan Santé, et qui est assez intéressant parce que ça permet effectivement de faire des simulations du groupage de patients à partir d'un acte CCM donné ou d'un diagnostic principal donné. On peut voir quelles sont derrière les simulations en termes de groupage au niveau de GHM. Donc ça permet effectivement de regarder la valorisation, le GHM, et de regarder la valorisation en termes de GHS. Au passage, des fois, on peut avoir certains GHS qui sont mieux valorisés que les GHM, que le coût du GHM. Des fois, c'est l'inverse. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ces éléments. Pour ceux qui maîtrisent un petit peu moins ces outils tels que Scan Santé ou encore l'échelle nationale des coûts, eh bien, je pense que c'est aussi intéressant de savoir travailler avec un département d'information médicale, et puis aussi plus généralement d'avoir, et ça c'est le cas idéal, des outils de comptabilité analytique hospitalière qui permettent justement de voir et de segmenter comment se déroulent les séjours et de se dire, tiens, peut-être que un coût plus important généré dans un bloc opératoire, ça peut se traduire derrière par des diminutions de dépenses sur le séjour clinique. Alors après, naturellement, il y a la question du timing qui va être posée. Par exemple, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans cette approche si une technique est insuffisamment maîtrisée, si elle est totalement nouvelle, ou encore si on a une organisation associée à la technique qui n'est pas encore bien rodée? Je ne pense pas. Il faut avoir un minimum de maturité.
dans l'introduction de cette technologie avant de se lancer dans ce genre de technique. Et puis, pour ce qui est du périmètre, je pense qu'on peut avoir plusieurs approches. Soit ça peut avoir une approche qui est purement intra-hospitalière. En l'occurrence, on va s'intéresser au séjour index. Mais vous savez qu'on est de plus en plus dans une logique de collaboration entre les groupements hospitaliers, notamment par le biais des GHT. Donc, naturellement, si par exemple, on pressent qu'un patient va avoir une meilleure prise en charge et qui se verra par exemple sur l'aval de la prise en charge telle que ça se passe en SSR, eh bien naturellement, il faut savoir dépasser le cadre de son hôpital pour regarder ce qui se passe au niveau de GHT. Naturellement, on peut faire des travaux beaucoup plus approfondis en matière de mesure de coût global, notamment quand il s'agit de chaîner des coûts de prise en charge sur plusieurs années. C'est vrai que c'est une approche qu'on utilise en médico-économie. Et là, on peut se féliciter d'avoir en France une base de données extrêmement riche qui est le SNDS, permettant de cumuler tout ce qui se passe en milieu hospitalier, ce qui se passe en ambulatoire, et puis aussi de rajouter des éléments cliniques avec les décès des patients, même si aujourd'hui le sujet est plus économique. Mais là, naturellement, ça suppose des prérequis d'avoir des équipes spécialisées dans la manipulation de ce genre de données. Enfin, un dernier prérequis dont je pense c'est important de parler, c'est le prérequis réglementaire. Parce que c'est vrai que je disais tout à l'heure que la T2A était un système de financement assez cloisonné qui n'incitait pas trop à regarder ce qui se passe en dehors du séjour index. Eh bien, effectivement, si on avait, par le biais de la réforme de la T2A, un meilleur financement de ce qu'on appelle des parcours de soins, voire des épisodes de soins, même si les expérimentations qui ont été faites sur le sujet il y a quelques temps ne vont pas forcément aboutir, eh bien, ce serait intéressant, plus généralement aussi, si on avait de meilleures dispositions du système de financement qui prennent en compte la qualité de la prise en charge. Je rappelle à ce sujet qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui montrait que le paiement à la qualité ou la part de la qualité dans le financement de l'hôpital était encore insuffisamment développée. Voilà. En tout cas, voici quelques exemples de prérequis qui me paraissaient importants de préciser. Il faudra aussi qu'on teste le vote quand on donne procuration. Ah, je ne sais pas qui on entend, mais on entend bien. Ah. Ouais, c'est moi. Vincent, c'est Aurélie. En fait, je suis en CA Europharmat en parallèle, mais je voulais être sûre que vous aviez les bons trucs de connexion et que tout était OP. Je crois que... Et du coup, je me connecterai quand je pourrai. Mais vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Normalement, ça fonctionne. Je crois que le chat ne fonctionne pas pour les questions. D'accord, donc je vais le dire à Agnès. Pour utiliser comme ça. En fait, c'est pour éviter. Merci Aurélie. Je ne sais pas le message de rien. Envoyé par voie postale. Voilà. Bon, excusez-nous pour cette petite incartade. En tout cas, Xavier, merci pour vos réponses. Je retiendrai peut-être sur la dernière thématique que l'importance des prérequis, c'est au niveau de la maturité des centres, de la capacité à évaluer les bénéfices aussi avec les différents outils disponibles, la collaboration inter-GHT ou inter-service qui est essentielle pour pouvoir y arriver. Et sur un point de vue plus réglementaire, il faut un terrain favorable, et notamment au niveau de la T2A, sur les parcours de soins, comme vous avez pu l'expliquer très brillamment. Merci en tout cas pour votre intervention. On se retrouve du coup à la conclusion. Je vais laisser la main maintenant à notre vice-présidente endoscopie, Astrid, qui va pouvoir rebondir sur vos propos et nous apporter sa vision. Astrid, c'est à toi. Merci. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour professeur, merci beaucoup pour votre intervention. J'espère qu'on m'entend correctement. Donc, je me présente, je m'appelle Astrid Monteau, je suis vice-présidente IMIA endoscopie chez Boston Scientific. Ça fait à peu plus de 18 ans maintenant que je suis chez Boston Scientific. J'ai eu la chance d'aller dans différentes divisions, mais mon cœur est et retourne constamment à l'endoscopie. Donc là, ça fait 8 ans effectivement que je suis en endoscopie. Vincent, tu as fait une très gentille introduction en expliquant que vous aviez la chance de m'avoir aujourd'hui. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Je crois que c'est plutôt moi qui ai de la chance d'être invitée dans ce symposium, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Donc, avec le professeur Armoiré, on a beaucoup parlé d'innovation. Et le coût global et l'innovation, évidemment, ça va ensemble. Donc, c'est quelque chose qui résonne particulièrement au sein de Boston Scientific, puisque pour ceux qui nous connaissent, vous savez que globalement, on met l'innovation au cœur de tout ce que l'on fait.
Et on ne parle pas seulement de produits, mais on parle aussi d'innovation au niveau de ce qu'on appelle, nous, des solutions. Et on met en place justement une approche qui ne se veut pas une approche ligne à ligne, mais une approche qui va au-delà du produit et qui répond aux besoins et à la dynamique de marché. On sait que la dynamique de marché, pour beaucoup de raisons, est très active. Et donc, on met en place un certain nombre d'innovations, en plus de nos produits, autour de solutions dont vous avez peut-être entendu parler, que l'on appelle PPP, Pay per procédure. Donc, vous comprendrez que plutôt que de prendre un produit ou un autre produit, on considère une procédure dans son ensemble. Et effectivement, on met un coût associé à la procédure. On a également des solutions comme Vendor Inventory Management, qui sont la gestion des inventaires. Voilà, on a des solutions qui sont plus basées sur ce qu'on appelle le RSE. Donc, on a un certain nombre de solutions qui sont des solutions qui n'émanent pas de nous, qui sont des solutions qui émanent, en tout cas le besoin est très clairement exprimé par vous, professionnels de santé. Et après, c'est à nous, effectivement, de réfléchir à quelle est la manière de mettre ça, quelle est la bonne manière pour mettre ça en place. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai la chance d'avoir un rôle qui dépasse les frontières. Et donc, j'ai à peu près une centaine de pays sous ma responsabilité. Et chaque pays est très différent. Mais j'ai aussi la chance d'être française et d'être probablement plus proche encore du marché français et des praticiens français. Et souvent, quand je vais aux États-Unis, puisque Boston Scientific est une compagnie américaine, j'essaye de leur faire comprendre une chose importante par rapport à la France. La France est un pays qui ne fait pas les choses par précipitation. C'est un pays qui réfléchit, c'est un pays qui prend les tenants, les aboutissants, les plus et les moins. Et quand on parle de coût global, j'ai beaucoup apprécié le professeur Armoiry qui effectivement explique qu'il y a des aspects très positifs et puis des aspects qui sont plus compliqués, notamment la mise en place. Et c'est là aussi qu'interviennent des compagnies comme les nôtres pour aider effectivement à la mise en place de ce coût global, parce que quand on est investi dans l'innovation, effectivement, on pense que le coût global est quelque chose d'essentiel, mais c'est quelque chose qui est pas forcément évident à mettre en place et donc pour lequel il faut mettre des solutions en place. Et donc, effectivement, ce qui est très intéressant par rapport à la France, c'est que on réfléchit, on met les expertises en commun et c'est ce qu'on fait avec ce symposium aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que j'ai de la chance d'y être, parce que c'est le type de symposium que je voudrais pouvoir voir dans l'ensemble des pays dont j'ai la responsabilité. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, je salue particulièrement cette initiative parce que ça nous permet effectivement de réfléchir collectivement à la manière dont on va pouvoir être ensemble des partenaires, avec vous, professionnels de santé, avec vous, pharmaciens, et de réfléchir à comment effectivement rendre les choses plus simples quand on pense au coût global, quand on pense à comment on peut essayer de travailler sur cette prise en charge du patient, de la procédure. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place ensemble. Donc oui, aujourd'hui, en France, il y a peut-être moins de solutions qu'en Allemagne, par exemple, comme les PPP, les choses comme ça. Cependant, je pense, et j'en suis certaine d'ailleurs, et j'espère que vous me donnerez raison, une fois qu'on va mettre les choses en place, les choses seront là pour durer. C'est pas quelque chose qu'on va tenter, on va essayer, puis après on reviendra en arrière, on ne sait pas, etc. Non, l'important c'est de réfléchir en amont, c'est de mettre nos réflexions en amont ensemble, et puis de pouvoir réfléchir à quelle est la bonne manière de mettre les choses en place dès le départ. Donc, je suis vraiment ravie d'être dans ce symposium, et encore une fois, merci de m'avoir invité, parce que je pense que ça répond exactement aux problématiques du moment et de celles qui viennent, et qu'en se posant ces questions ensemble, experts, industrie, pharmaciens, professionnels de santé, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir effectivement avoir des réponses qui sont concrètes, parce que le risque dans tout ça, c'est de rester très en surface. Vous voyez, d'avoir des concepts, des choses très belles, parler effectivement solutions, ça peut être quelque chose de très bien, mais très conceptuel. Et derrière, il faut y mettre des choses très concrètes. Il faut opérationnaliser les choses. Et pour ça, on a besoin de vous. Et on espère qu'effectivement, on va pouvoir continuer à travailler et mettre ce partenariat en place de plus en plus. Donc, merci à vous tous et merci Vincent. Merci à toi, Astrid, d'avoir été présente aujourd'hui. Je vais reprendre le fil du coup de la présentation. Tac.
Alors, attendez, j'ai repartagé l'écran. C'est tout bon. Euh, voilà. Donc maintenant, nous allons passer sur des exemples divisionnels, donc du concret de ce qui se passe réellement au sein de nos divisions et auprès de des établissements de santé. Je vais céder la main à Guillaume pour le premier exemple. Guillaume, c'est à toi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lesbros, donc je suis responsable de la commercialisation des produits de neurostimulation pour la stimulation cérébrale profonde chez Boston Scientific. Donc cette gamme-là s'inscrit dans la division de neuromodulation. Un rappel rapide, hein, la neuromodulation, c'est le développement de produits qui sont dédiés à stimuler le système nerveux périphérique et central pour réhabiliter des fonctions du corps humain. Donc chez Boston Scientific, on propose trois gammes dans cette franchise. Le traitement des douleurs chroniques via la stimulation médulaire, que vous connaissez probablement. Toujours dans le traitement des douleurs, la radiofréquence. Et finalement, les neurostimulateurs pour la stimulation cérébrale profonde pour traiter les troubles du mouvement. Donc en particulier la maladie de Parkinson, les tremblements essentiels et la dystonie. Un petit rappel rapide sur la maladie de Parkinson. Donc, c'est une maladie qui est malheureusement bien connue. Elle touche plus de 175 000 personnes en France. Elle se caractérise principalement par des troubles du mouvement, des difficultés dans la marche, de la rigidité, de la kinésie. C'est une maladie qui est progressive, dégénérative. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de traitement qui permet de la traiter de façon définitive. Il existe différents axes thérapeutiques pour l'approcher et pour offrir une meilleure qualité de vie aux patients. Donc, la première, elle est médicamenteuse, donc avec les molécules de levodopa. On va passer ensuite sur des solutions avec des pompes d'apomorphine ou de levodopa. Et en dernier recours, donc en fin de cycle, on va proposer la chirurgie, donc la stimulation cérébrale profonde pour les patients qui sont devenus complètement pharmacorésistants. Ouais. Alors, la stimulation cérébrale profonde, c'est une chirurgie qui est malheureusement pas toujours très connue, mais qui reste quand même une innovation française, hein, qui a été développée au sein du CHU de Grenoble par le professeur Louis Halim Benabid en 1987. De cette maladie-là, d'arrêter les tremblements chez les patients sur table. D'où est venue la genèse en fait de ce système, hein, qui était de ce principe de positionner une électrode dans des structures bien précises du cerveau de façon définitive, avec une extension qui venait se connecter à un boîtier comme une sorte de pacemaker pour le cerveau, qui est positionné en sous-claviculaire et qui vient stimuler en permanence, apporter une petite quantité d'énergie 24 heures sur 24 à ces structures du cerveau patient et lui permettre de couper finalement les symptômes moteurs de cette maladie. Cette thérapie s'est démocratisée au fil du temps. On a plus de 160 000 patients qui sont traités dans le monde avec cette thérapie. Cependant, c'est une chirurgie qui reste très spécialisée. On va passer à la slide suivante. Aujourd'hui, en France, on traite 500 patients par année. Elle est pratiquée dans quelques centres accrédités français, centres hospitaliers universitaires seulement. Il y en a 20. Donc, c'est une chirurgie qui reste assez spécifique et qui requiert un lourd investissement pour les établissements. Si on regarde un bloc opératoire pour une telle chirurgie, on va retrouver souvent une imagerie intraopératoire, une station d'électrophysiologie qui va permettre aussi d'enregistrer le bruit des neurones chez ces patients-là, un cadre de stéréotaxie, souvent, en fait, des fois même des bras robotisés qui viennent positionner les électrodes. Donc c'est vraiment un environnement qui est assez lourd d'un point de vue ce qu'on appelle l'investissement capital equipment. En particulier, on retrouve aussi des systèmes d'imagerie pour finalement aider les neurochirurgiens à visualiser les électrodes via les IRM des patients. Donc pour ça, on utilise des systèmes, des logiciels de neuronavigation stéréotaxique. Et ceux-là aussi sont des larges investissements pour l'établissement. Alors Boston, dans cet environnement-là, on se positionne en tant que fabricant de matériel médical, de fournisseur. On fournit les dispositifs, les DMI, via les électrodes et les neurostimulateurs.
Mais dans le cadre du développement de nos produits, l'imagerie a pris une place vraiment prépondérante, notamment pour assister les neurochirurgiens dans le placement des électrodes. Ça débute par la planification avec les neurochirurgiens et les neurologues vont être aidés pour la programmation des neurostimulateurs. Alors cette compétence, on l'avait pas au sein de Boston, c'est pour ça qu'on est allé chercher un partenaire industriel pour travailler sur ces images, ces solutions d'imagerie. Donc d'où est né le partenariat avec un autre industriel, donc BrainLab, c'est la slide suivante, qui est aujourd'hui un leader hein, dans le monde du logiciel stéréotaxique, une société allemande. À l'origine, cette collaboration, elle est vraiment basée sur un partenariat de R&D. Donc, grâce à leurs compétences, on a développé ensemble des modules dédiés spécifiques, donc pour les chirurgiens, pour vraiment voir, les assister en fait finalement durant les chirurgies, pour voir les structures, pour voir les électrodes où est-ce qu'elles étaient positionnées. On a développé aussi des modules qui permettent de modéliser les champs électriques qui sont générés par les électrodes directionnelles Boston Scientific, qui permet aux neurologues de mieux appréhender la stimulation qui va être délivrée à leurs patients et donc de mieux finalement maîtriser leurs symptômes moteurs. Et ces modules-là s'inscrivent en fait dans une suite logicielle, vraiment un tronc commun de stéréotaxie qui va pouvoir être utilisé au sein du service de neurochirurgie pour d'autres applications comme des biopsies, des résections de tumeurs, de l'épilepsie. Donc finalement, ce partenariat, il est basé sur deux grands principes, hein, un intérêt thérapeutique et un intérêt économique. Donc l'idée était vraiment d'offrir une solution logicielle tout en un, pardon, pour les besoins du service de neurochirurgie, avec une extension dédiée pour les produits, les DMI Boston Scientific, pour la prise en charge post-opératoire des patients neurostimulés. On avait donc l'avantage d'une réduction de coûts de la charge d'infrastructure hein, en offrant ces options à un coût réduit. Donc ces logiciels à un coût réduit, un logiciel de stéréotaxie des plus récents. Et finalement, une optimisation aussi du parcours patient. On a pu montrer via des publications récentes qu'en utilisant ces modules-là, ces dispositifs-là, ces logiciels, on avait une capacité de réduire le temps d'hospitalisation des patients neurostimulés. Donc cette collaboration, elle est définie au cas par cas avec les établissements. Hein. On va s'asseoir avec chacun d'entre vous pour définir les options qui sont nécessaires pour l'établissement. Elles vont être mises en place dans le cadre de modalités contractuelles bien définies. Donc vraiment au cas par cas. Voilà pour le premier exemple de partenariat qui aide donc à améliorer le soin et réduire les coûts. Je vais passer la main à Vincent pour le deuxième exemple. Merci Guillaume. Eh ben, du coup, on va basculer sur la division endoscopie, et non pas avec un exemple, mais avec deux. Le premier exemple, c'est ce dont Astrid parlait tout à l'heure, c'est le VMI, c'est Vendor Managed Inventory, ou dans le français, dans le texte, une gestion partagée des inventaires. Donc l'idée ici, en complément de notre portefeuille produit, évidemment, on cherche à aller plus loin et à offrir des programmes et services additionnels. Et en l'occurrence, celui-ci permet une gestion intégrale du stock de dispositifs médicaux pour la gamme endoscopie, aussi bien en LPP que non LPP, la totalité de ces dispositifs en dépôt proposés par Boston Scientific. Alors évidemment, ça a différents avantages et je pense que vous les comprendrez bien. Les premiers avantages sont principalement logistiques, avec une baisse des cadences de livraison, puisque avec une solution, un établissement qui décide d'opter pour cette solution-là, le passage à 24 commandes à l'année, donc ça réduit considérablement le nombre de livraisons dans l'année. De facto, une baisse des commandes liées aux livraisons, évidemment. Une diminution importante de la manutention et des cartonnages, puisque c'est notre prestataire logistique qui s'en occupe à votre place, et une optimisation du lieu de stockage, puisque lui, le prestataire logistique, pourra aussi vous recommander une optimisation, une amélioration de votre espace de stockage. Donc ça, c'est pour la partie logistique, et il y a un deuxième bénéfice qui est pour lui, pour le coup, plus économique. Puisque comme vous faites l'économie d'un stock complet en année 1, bah, vous avez une diminution du coût de stockage et une diminution aussi de l'immobilisation liée à ce stock dans vos comptes. Un arrêt total, une suppression des périmés, puisque le stock ne vous appartenant plus, vous n'avez plus la charge des périmés.
Et d'autres éléments tels que le risque de rupture qui est diminué puisque vous avez davantage de produits sous les étagères, donc moins de risque de rupture associé à ces produits. Des charges administratives qui diminuent aussi pour les pharmacies, puisque moins de commandes, moins de livraisons, bah, ça signifie moins de charges administratives aussi liées à la passation de commandes. Et pour ne rien gâcher à tout ça, et c'est aussi l'objectif de Boston Scientific, c'est de pouvoir avoir un impact environnemental. C'est comme on va diminuer le nombre de livraisons annuelles, ben, on va diminuer aussi la quantité de CO2 dégagée par ces livraisons. Donc voilà, on fait d'une pierre deux coups et c'est intéressant de pouvoir raisonner de cette manière-là. Dans les autres bénéfices qu'on peut aussi retrouver associés à ce programme, la possibilité de réallouer des ressources, comme l'évoquait Xavier tout à l'heure dans sa présentation. Ou alors de pouvoir adapter son stock de manière très flexible et surtout en démarrage d'activité pour des médecins qui démarrent leur activité. On ne sait pas réellement la quantité, le volume d'actes qu'ils vont devoir réaliser. Bah, il y a la possibilité d'adapter en temps réel le stock de manière très, très rapide et très, très flexible. Et enfin, c'est un programme qui peut se construire en pré, post appel d'offres. C'est relativement facile. Ce sont des conditions logistiques. C'est très facile à mettre en place. Voilà, donc il y a aussi une grande flexibilité sur la mise en place de ce service. Alors, on a des références évidemment actives. On a aujourd'hui 12 établissements qui nous font confiance sur ce service-là, avec une grande accélération ces derniers temps. On voit de plus en plus d'établissements qui optent pour cette solution. Donc voilà, ça c'était pour le premier exemple. Le deuxième exemple qui est un peu lié quand même au premier, c'est sur la partie éco-responsabilité. On propose aussi à nos établissements partenaires de pouvoir bénéficier d'un programme Green Block. Donc c'est un programme de formation sur le bloc éco-responsable qui a été bâti en collaboration tripartite, on va dire, avec d'une part Boston Scientific, d'autre part la Société française d'endoscopie digestive et en troisième partie notre prestataire de formation éco-responsabilité. Donc c'est un programme en fait qui se base sur trois piliers. En termes de contenu, le premier pilier, c'est la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Le deuxième, c'est le diagnostic du fonctionnement du bloc opératoire en endoscopie, donc avec des questions qui sont vraiment liées, des thématiques qui sont vraiment liées au fonctionnement d'un bloc en endoscopie. Et le troisième, qui est peut-être le plus attendu et le plus apprécié, avec une certaine nervosité au moment des résultats d'ailleurs, qui se ressent, c'est une restitution du rapport de diagnostic qui inclut un scoring et une identification des points forts et des axes d'amélioration concrets sur le comportement éco-responsable de l'unité d'endoscopie. Alors, comment se passe une session classique, hein, une session standard? Généralement, on a entre 10 et 15 personnes qui sont réunies sur une journée de bloc. Alors, il faut prévoir des petites perturbations au niveau du programme opératoire, évidemment, sur cette journée-là. Avec tous les types de profils, on cherche à avoir un maximum de profils de l'établissement disponible sur cette journée, tel le médecin, des infirmiers de bloc qui sont souvent très sensibilisés à ces thématiques, des anesthésistes, des ingénieurs biomédicaux, évidemment des pharmaciens, des cadres de bloc et même des acheteurs avec des communications qui peuvent s'inscrire entre les différents participants et c'est très intéressant et les retours qu'on a, c'est aussi important de pouvoir discuter avec les autres fonctions de l'établissement sur ce type de journée-là parce que finalement c'est une thématique qui concerne tout le monde. En termes de déroulement de la journée, le matin, c'est plutôt réservé à l'audit du parcours patient. Donc partout où le patient passe, il y a un audit qui est réalisé pour connaître l'impact écologique du patient sur son passage à l'hôpital. En fin de matinée, généralement, il y a un questionnaire pour aller plus en profondeur sur les thématiques abordées lors de l'audit. Et enfin, l'après-midi, il y a une session de formation au bloc éco-responsable sur les bons gestes, les bons usages liés au recyclage et au retraitement des déchets. Donc voilà, donc c'est ce type d'exemple-là que je voulais vous partager parce que moi, personnellement, ça m'anime et puis généralement, les établissements sont très sensibilisés à ce type d'approche-là aussi. Je vais céder la main pour un troisième exemple à mon collègue Sébastien juste à côté de moi. Sébastien. Merci Vincent. Donc Sébastien, Suez, grand compte urologie. Donc nous allons aborder un sujet qui est le lancement d'une thérapie de rupture innovante vers un modèle médico-économique fiable. Nous avons pris par exemple le Résume, qui est un traitement par vapeur de l'adénome prostatique en ambulatoire, versus la procédure historique qui était le traitement par énucléation laser et qu'il se faisait en hospitalisation.
Donc, l'analyse via le coût global. En intégrant la notion de coût global dans l'activité de l'établissement de santé, nous allons pouvoir mettre en place une analyse économique comparant la procédure historique et la procédure liée à un nouveau dispositif médical innovant. Concrètement, pour ce qui est de la valorisation économique du résumé, l'intervention en intégrant l'intervention résumé va générer un codec spécifique, le JGNE 403, suite à son inscription à LPPR, qui lui-même va générer un GHM, le 12C04, qui est rémunéré à hauteur de 2564 €. La recette totale pour l'établissement, donc l'achat de la pièce à main résumé, est prise en charge en remboursement LPPR au prix d'achat de 1377 €. Et donc le coût estimé de la procédure en ambulatoire se situe entre 1031 € et 1628 €. Donc la simulation pour 30 procédures et la recette totale pour l'établissement se situera entre 30 000 € et 46 000 €. On peut passer Vincent, s'il te plaît. L'impact organisationnel au sein de l'établissement. L'analyse économique comparant la procédure historique et la procédure liée à un établissement, à un dispositif médical innovant, simulation personnalisée pour l'établissement basée sur son activité, les tarifs issus de la T2A, les coûts disponibles pour l'établissement le cas échéant. Donc on regarde sur l'activité de l'établissement et la tendance pour une projection économique d'un scénario innovant. Le résultat de l'intégration donc du coût global, quel intérêt pour l'établissement, quel impact économique? En intégrant la notion de coût global, l'établissement est plus à même de visualiser l'intérêt d'une technologie innovante comme le résumé dans son activité. L'objectif étant de réaliser des économies sur le long terme, de prendre en charge de nouveaux patients, de libérer des créneaux opératoires, de réallouer du temps de personnel médical. Merci pour votre attention. Je vais laisser donc la conclusion au professeur Armoiry. Xavier, êtes-vous ici? Oui, je suis là. Parfait. C'est à vous. Merci beaucoup pour ces différentes présentations qui ont illustré différentes expériences ou possibilités d'utiliser cette approche de coût global. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de quelques éléments limitants l'approche en coût global. Le terme qui est cité, c'est celui de complexité et lourdeur à considérer. Alors, lourdeur, oui et non. Oui, c'est plus difficile hein, de le mettre en œuvre, mais à un moment, ça permet de régler parfois des dossiers qui sont complexes. Alors moi, dans le cas que je connais très bien, c'est l'évaluation des dispositifs médicaux dans un contexte de référencement. Combien de fois on perd du temps à discuter de dossiers, on ne prend jamais de réponse, on prend jamais de décision parce que en fait, on n'a pas justement cette vision globale de toutes les conséquences qui peuvent exister. Et donc, oui, c'est peut-être passer plus de temps sur des dossiers, c'est savoir trouver, devoir des fois se débrouiller pour trouver, y compris les outils hein, qui permettent de collecter des coûts de manière plus globale, mais ça peut rendre beaucoup de services. Et effectivement, il faut essayer de passer outre certaines barrières qui peuvent se présenter. Le fait qu'on puisse avoir des fois des cloisonnements hein, entre services, où finalement, on va avoir d'un côté les dépenses du bloc opératoire, de l'autre les dépenses en service clinique, mais finalement, tout est lié. Tout est lié. Et c'est pareil, hein, quand on a un patient qui passe par exemple d'un séjour en MCO qui va ensuite vers le SSR, on est quand même sur une prise en charge hospitalière et il faut savoir décloisonner ces secteurs pour justement avoir cette vision plus vertueuse d'englober un maximum de coûts. Donc, effectivement, certes, l'approche en prise en charge partielle, elle est plus simple à réaliser, mais elle est plus limitative. Elle apporte des éléments parfois incomplets pour prendre des décisions. Et en tout cas, il y a de vraies choses à creuser. Alors, à nouveau, je disais que des fois, on a beau faire la mesure en coût global, ça ne permet pas, enfin, on voit que les coûts ne peuvent pas être contrebalancés par des diminutions sur certains postes secondaires. En tout cas, ça mérite que la question soit posée. Et puis parfois, on a des bonnes surprises. On se dit, finalement, ce surcoût où je croyais être un surcoût, finalement, il est contrebalancé par d'autres. Donc, savoir regarder, comme c'est noté, effectivement, la
la durée moyenne de séjour, la valorisation du GHS. L'exemple du Rhizome, il était très intéressant parce que j'avais travaillé d'ailleurs avant même que la pièce main soit usage unique, et on s'était aperçu effectivement de cette survalorisation du GHS par rapport au coût du GHM, ce qui est un élément assez inattendu. Et puis, il faut savoir considérer aussi cette problématique de disponibilité des ressources. À nouveau, quand on raccourcit les durées de séjour, c'est potentiellement une bonne chose dans un contexte où on n'a pas toujours des personnes à disposition dans les hôpitaux. Vous savez, la pénurie d'effectifs qu'on peut rencontrer dans certains secteurs. Donc là aussi, ça peut aider peut-être à améliorer les organisations et puis derrière avoir des transitions un peu plus fortes vers des lits d'aval. Et puis naturellement, dans un contexte où on est de plus en plus à collaborer au sein des GHT, et puis aussi, on pourrait davantage aussi collaborer avec le secteur ambulatoire, parce que le moment, s'arrêter qu'à des coûts hospitaliers et ne pas regarder les coûts ambulatoires, c'est une approche qui est limitative et je pense, en tout cas, il y a tout intérêt à avoir ces réflexions concertées en Comédims et puis naturellement intercommission. Je rappelle que maintenant, dans des GHT, on a des Comédims qui rassemblent les différents acteurs au sein d'un GHT donné et ça permet d'avoir des éléments assez intéressants pour potentiellement faciliter la décision. Ça ne marche pas toujours, mais ça vaut le coup d'être tenté, enfin d'être essayé et de donner des pistes assez intéressantes pour enrichir la prise de décision, qui est toujours, je le rappelle, une prise de décision complexe où on est obligé de prendre en compte plusieurs dimensions. Là, on a parlé surtout de la dimension économique, mais naturellement, se rajoute à ça la dimension médico-économique, c'est-à-dire aller même au-delà de la seule comparaison des coûts, c'est mettre quelque part en balance effectivement l'efficacité, le surcroît d'efficacité avec le surcroît de coûts associé à une technologie. Et ça permet d'avoir vraiment des prises de décision assez intéressantes et facilitées. Parce que je pouvais dire en conclusion, en espérant avoir résumé les différentes expériences que vous avez pu rapporter. En tout cas, merci Xavier pour cette conclusion. On va passer sur la partie questions-réponses avec une première question qui est alors voilà, je prends juste connaissance de la question. Voilà. Dans combien d'établissements avez-vous développé le partenariat avec BrainLab et quelles sont les conditions d'accès? Guillaume, je Oui, te laisse peut-être prendre la main. ça y est, j'ai réussi à être disponible. Du coup, il faut savoir que donc la mise en place de ce partenariat, comme l'a expliqué Monsieur Armory, ça peut être des systèmes assez complexes parce en fait, il y a beaucoup d'interlocuteurs. On va avoir le pharmacien, on va avoir le médecin, on va avoir l'ingénieur biomédical, on va avoir la DSI des fois qui intervient. Donc ça peut paraître assez complexe, mais il y a quand même un gain pour tout l'établissement. On s'est aperçu que dans l'établissement, il y avait une très bonne collaboration entre tous ces services, pas des établissements qui travaillaient trop en silo, où il y avait vraiment une volonté d'agir pour l'établissement dans sa globalité. On y est arrivé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié de nos clients qui bénéficient de cette mise en place de solutions. Donc, moi, je veux dire, c'est peut-être complexe, mais c'est possible. Et ça se fait bien quand on arrive à travailler tous ensemble. Très bien. Merci Guillaume. J'ai une deuxième et dernière question dans le chat, sauf si certains souhaitent encore pouvoir poser des questions. C'est la gestion de stock est-elle uniquement disponible en endoscopie? Alors cette fois-ci, c'est moi qui vais prendre cette question-là. Alors à ce stade-là, sur l'ensemble des établissements qui ont choisi et qui ont opté pour ce programme-là, ça n'a été développé que pour endoscopie, mais on peut tout à fait prévoir l'étendre, notamment sur périphérique interventionnel ou urologie. Voilà, on pourra tout à fait proposer ce type de service-là de manière plus étendue à d'autres divisions. Voilà. Donc pas d'autres questions à ce stade-là. J'ai vu que le questionnaire de satisfaction vient d'apparaître à l'écran, donc je pense que je vais vous laisser répondre aux questions, sauf si du côté des participants ou des panélistes, il y a d'autres éléments à discuter. Pas nécessairement. Donc dans ce cas, on va rendre l'antenne en vous remerciant pour
pour avoir participé à ce symposium. Et on vous donne rendez-vous pour le deuxième symposium Boston Scientifique qui aura lieu le 12 novembre pour la partie cardiovasculaire. Un grand merci. Au revoir.